comment convaincre les Béninois que ces choix reposent d'abord sur les compétences et non sur des considérations politiques? Il y a des institutions qui sont par essence politiques, il y en a qui sont par essence techniques et il y en a qui ont besoin d'un alliage des deux, un peu de politique, un peu de technique. Et je crois que le CES n'échappe pas à cette règle-là. Le CES, il y a des politiques et il y a des techniques, il y a des professionnels. Parce que regardez les codes de provenance des membres du CES. Certains viennent du secteur de l'artisanat, d'autres de l'agriculture, d'autres sont des élus consulaires, ils viennent de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, d'autres sont désignés par les partis politiques, d'autres encore par le chef de l'État. Mais dans tous les cas, même ceux qui sont des politiques ont un profil donné au plan académique. Ils ont une formation. Donc, il ne faut pas, à mon avis, se préoccuper de savoir est-ce qu'ils répondent à des critères techniques ou exclusivement politiques. Ce qui doit nous importer maintenant, vous entendez quand même ces critiques qu'on essaye de faire tout pour caser des copains politiques au sein des institutions. Mais non, de ce point de vue-là, si quelqu'un a envie d'être casé, il sait ce qu'il a à faire. Regardez le gouvernement. Le président Wadaye a formé un gouvernement, le président Talon avant lui, et vous avez vu d'éminentes personnalités qui n'ont jamais mis un pouce ou un orteil en politique. Parce que ce sont des techniciens qui ont été appelés comme tels. Regardez plein de nos structures publiques, du périmètre de l'exécutif, dédiées à la prise en charge de certaines questions qui doivent participer à l'amélioration globale des conditions de vie des populations. On ne demande pas aux gens de quel parti ils relèvent. Donc, l'aspect politique n'est pas le principal déterminant dans ces cas-là. Par contre, il y a des institutions, et souffrons qu'il en soit ainsi. Si vous voulez aller à l'Assemblée nationale, même si vous êtes le meilleur technicien, le meilleur spécialiste de votre secteur d'activité, si vous n'appartenez pas à un parti politique, vous n'allez pas vous retrouver à l'Assemblée nationale. C'est ainsi. Hélas, sauf si demain nous disons que même à l'Assemblée nationale, il faut faire un quota pour des techniciens et à partir de ce moment-là, vous irez voir quels sont les corps de métier qu'il faut aller intégrer et quels sont ceux qui ne devraient pas être intégrés. On n'en sortirait pas. Le Sénat, par essence, lui, il est davantage, encore plus politique, mais alliant également de la technicité parce que vous avez des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, des gens qui ont été au commandement des forces de défense et de sécurité. Et si tout cet ensemble ne fait pas les 25 prévus, la différence est apportée par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui ont été nommés pour aller au Sénat, si les membres de droit atteignaient le nombre de 25, les 14 personnes qui ont été désignées mercredi ne l'auraient pas été. Voyez-vous? Donc, oui, pour que nous ayons des institutions pertinentes, efficaces, et cela me permet de revenir sur le CES. D'accord. Parlons-en. Il y a eu une réforme ambitieuse du Conseil économique et social pour en faire une institution davantage au service de la population et du développement de notre pays. Et nous avons vu comment, pendant le mandat transitoire qui s'est achevé là, l'équipe, avec son président en tête, a pris à cœur sa mission, a écumé notre pays, a tenu des rencontres avec les populations pour leur apporter le message de la République, des institutions, leur expliquer telle décision, telle loi. Ça montre l'efficacité d'une telle institution et désormais, la pratique ne devrait pas déroger à ce qui a été institué grâce à cette réforme. Et je crois que les populations apprécient bien de voir un Conseil économique et social plus proche d'elles et plus efficace aussi que cela n'a été par le passé. Et puis, je finirai avec le souci de rationalisation qui anime les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Notre pays dans son ensemble, parce qu'au-delà des dirigeants, c'est tout le peuple béninois qui va dans ce sens. On vient de modifier la loi sur le Conseil économique et social en lui intégrant les fonctions du médiateur de la République. Jusque-là, il y avait une institution à part, la médiature, mais désormais, on sait que le premier vice-président du Conseil économique et social va porter les responsabilités de médiateur de la République. Cela participe aussi donc du souci de rationalisation
et d'efficacité de l'action publique au service de nos citoyens. On entend bien les arguments, les explications que vous donnez sur notamment la question de la rationalisation des institutions et des ressources de l'État. On sait combien le gouvernement il est chatouilleux sur l'utilisation du denier public, du franc du contribuable. Mais justement, c'est sur ce détail que les citoyens continuent de renacler sur ce qu'ils considèrent comme le coût un peu onéreux des institutions de la République, telles que le CES, voire le Sénat. C'est vrai que le président du CES, Conrad Baghedi, a essayé de relever le défi. Hein. Il a essayé de tenir le pari du défi que le chef d'État lui a lancé pour montrer l'efficacité d'une institution qui s'est mise vraiment au service des citoyens en essayant de leur faire comprendre les lois qui sont prises pour améliorer son sort. Mais c'est un exercice que vous faites aussi au gouvernement. Vous, le porte-parole, mais pas que. Il arrive bien souvent des séquences de la vie publique où le gouvernement, des membres de l'Assemblée nationale, des élus descendent sur le terrain pour faire ce qu'on appelait reddition de comptes. Donc les citoyens se demandent pourquoi finalement on crée des institutions politiques pour utiliser par trop le denier public. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Mais vous observerez que ce sont des actions complémentaires. Le porte-parole du gouvernement, les ministres conseillers, quand ils ont l'occasion d'aller également sur le terrain à la rencontre de nos concitoyens, effectivement, font cet exercice. Mais nous sommes quand même quelques 13 millions de Béninois à minima. Le Conseil économique et social a l'avantage par ailleurs d'être délocalisé dans nos départements. Et donc d'avoir plus de représentants de la population que le gouvernement. Le gouvernement, c'est 24-25 personnes. Le Conseil économique et social, c'est la centaine de personnes. Et on connaît l'énergie du porte-parole qui lui aussi... Cela ne suffira jamais. Il parcourt... oui, mais cela ne suffira jamais. Le porte-parole du gouvernement, déjà, par exemple, ne parle pas toutes les langues du Bénin. Il ne peut pas parler pertinemment partout à tous les Béninois, sauf à se faire assister chaque fois de traducteurs. Les membres du Conseil économique et social, à raison de leur provenance, qui fait que tous les départements sont représentés, pratiquement même toutes les communes sont représentées, quand ils vont sur le terrain, au-delà d'intervenir en français, peuvent faire directement l'exercice avec nos populations dans les langues les plus parlées afin que le message passe, c'est ça, que la compréhension, la proximité de l'institution. Et cela a un intérêt justement pour les populations parce que lorsqu'elles comprennent mieux, elles sont davantage civiques, elles sont davantage de bons citoyens et de bonnes citoyennes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez évoqué justement tantôt le souci de rationaliser les dépenses publiques. Alors cela n'a pas empêché quand même l'État à la mise en place du Sénat où on a fixé des critères qui font appel à des gens qui ont déjà servi la nation. Pour quels besoins? On continue encore par s'interroger sur l'utilité de cette institution et même sur son opportunité. Je ne vois pas le lien. Même si vous preniez des novices, des gens qui n'ont exercé aucune fonction avant, et qu'on les mettait au Sénat, il faut bien leur payer le prix de leur travail. N'est-ce pas? Mais ici, vous avez des gens, comme vous dites, qui ont déjà exercé des fonctions et qui, pour certaines d'entre elles, ces personnes, ont une retraite. Donc, imaginez bien que chacun aura ce à quoi il doit avoir droit et pas plus que ça. Et maintenant, encore une fois, ce qui doit nous préoccuper, c'est l'importance, l'efficacité de ces institutions sur la vie de notre pays. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Nous avons eu l'occasion largement de parler du Sénat, de ce que cela va apporter de plus dans l'architecture institutionnelle de notre pays, mais également dans la stabilité du pays, l'entretien de la bonne cohésion, de l'unité nationale et plein d'autres vertus attendues du Sénat et de ses membres. Et je pense que les Béninois l'ont tellement bien compris qu'à un moment donné, ils se demandaient même quand est-ce que le Sénat sera finalement mis en place. Est-ce que le président Wadayi va accélérer les choses pour que le Sénat enfin puisse être mis en place et commencer ses activités? Là, vous parlez au nom de ceux qui espéraient y siéger. Oh, pas forcément. Mais c'est quand même au sein de cette opinion qu'on entend des critiques du genre, on prend les mêmes et puis on recommence. Voilà, depuis ces 30 dernières années, c'est des noms que nous avons entendus et qui sont revenus encore. Surtout qu'on pensait que les réformes politiques du président Patrice Talon pour rationaliser la vie politique et la fonction politique, justement, pas au détriment du denier du contribuable, eh ben, certains qui étaient à la retraite sont remis en selle. Mais pourquoi vous vous priveriez
d'expérience et d'efficacité de personnes qui ont eu l'occasion de faire leurs preuves. En l'espèce, s'agissant du Sénat, la loi a dit, donc prescription légale, les anciens présidents de la République. Oui. Bon, c'est des gens qu'on a déjà vus, qui ont fait leurs preuves. Mais la loi dit que ces personnes vont siéger au Sénat. La même loi dit que si vous avez été président de l'Assemblée nationale ou de la Cour constitutionnelle et que vous avez exercé au moins la moitié du mandat, vous êtes éligible pour siéger au Sénat comme membre de droit. Et puis, il y a d'autres personnes, j'ai dit, notez-le bien, si, à un moment donné, de la vie du Sénat, les membres de droit atteignent les 25, il n'y aura aucun besoin d'aller chercher d'autres personnalités pour les compléter, comme nous avons vu hier. Mais comme il s'agit du Sénat, de cette instance de sages, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, nous savons tous que l'expérience accumulée par ces personnes, qui en ont tellement vu, contribue à leur sagesse. Vous et moi aurions été appelés au Sénat que justement l'opinion s'interrogerait pour dire, bon, si encore c'est un ou deux plus jeunes, mais qui ont un tel vécu, qui peuvent apporter quelque chose, ça passerait. Mais si 5, 10 ou plus qui n'ont pas grande expérience de la vie s'y retrouvaient, on s'interrogerait légitimement sur la pertinence, comme vous dites là, la pertinence des choix, exactement. Alors, je comprends bien la logique de votre argumentaire. Alors, ce n'est pas pour jeter de discrédit sur les choix qui ont été faits. Mais comment on s'assure que ces personnes qui, à un moment donné, ont occupé des postes, l'ont bien occupé, ont vraiment bien servi la République? C'est pas parce qu'on a occupé un poste qu'on a été excellent, justement, au point aujourd'hui que l'État ait besoin de leur expérience. Mais je vous retourne la question. Le président Soglo, il est vivant. Le président Soglo, il est vivant. Et Dieu lui prête encore longue vie. Est-ce que ça a été un bon président pour le Bénin? Oui, ça, à ces exceptions près. Le président Boniaï, le président Patrice Talon, nos anciens présidents de la République, est-ce qu'ils ont rendu des services à notre pays? Vous avez capté la relance vicieuse d'Éric? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Non, vous avez le président Soglo, oui. Et puis après le président Boniaï. Oui, oui. Après, c'est toujours relatif. Vous connaissez mon opinion sur la gouvernance du président Boniaï, mais c'est pas ça qui entre en ligne de compte aujourd'hui. La qualité en ce qui le concerne, c'est d'avoir été président de la République. Tous, en tant que Béninois, nous lui avons confié la gestion de notre pays. Qu'il ait bien fait ou pas, il a accumulé une telle somme d'expérience que son regard, son propos, ça va être utile au sein du Sénat. Le président Patrice Talon, il a beau avoir le bilan époustouflant qui est le sien, il y a des Béninois qui considèrent que son magistère n'a pas été positif, n'est-ce pas? Donc c'est relatif. Mais l'expérience que ces personnalités ont accumulée, leur vision plus large du fait de la position qu'elles ont occupée, font d'elles des sages utiles à notre pays dans le contexte du Sénat tel que nous l'avons bâti. Quand vous allez ailleurs où l'expérience du Sénat existe, vous avez bien des pays où les anciens présidents de la République sont appelés d'office à siéger au Conseil constitutionnel, par exemple. Bien sûr. Il y en a qui considèrent, lorsqu'ils ont quitté le pouvoir dans un âge relativement encore frais, ils considèrent que le Conseil constitutionnel, c'est un garage politique et qu'eux, ils veulent faire de la politique, ils ne vont pas y siéger, en espérant un jour revenir aux affaires. Et puis le temps passant, ne revenant pas aux affaires, ils se résolvent finalement à aller siéger au Conseil constitutionnel ou au Sénat ailleurs, comme ça existe.